Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Je vous sers une citation lourde mais très bien écrite et très bien pensée à mon avis. Allons-y. La démocratie se mondialise, l'identité se diversifie, les mœurs traditionnelles se dissolvent, les sociétés occidentales font pénitence de leurs fautes passées, les minorités sexuelles et culturelles accèdent enfin à la reconnaissance publique et les droits de l'homme refondent intimement et profondément le pacte politique occidental. De gauche, du centre ou de droite, nous communions dans une même célébration de notre époque lumineuse. Fin de citation. Citation donc de Mathieu Bock-Côté, qui chroniqueur, essayiste très connu, et vous avez également une émission ici tous les lundis à 11h, La vie des idées, où passent des gens très très célèbres, n'est-ce pas, et très intelligents. Ce livre dont vous êtes l'auteur, c'est votre dernier né, je pense, s'appelle Un nouveau régime, essai sur les enjeux démocratiques actuels, paru aux éditions du Boréal. On parle d'à peu près 320 pages qui se lisent merveilleusement bien, c'est très clair, c'est bien expliqué. Il paraît que ça fait couler beaucoup d'encre et ça fait réagir. Oui, j'ai cru comprendre que le livre trouvait son public, ce dont je suis bien heureux. Ce que je cherche à y comprendre, en fait, c'est ce que j'appelle le nouveau régime, donc une époque qui, sous prétexte qui nous fait croire, en fait, que nous vivons la continuité de l'expérience démocratique, mais qui, dans les faits, derrière la permanence du mot démocratique, change complètement la chose, la définition qu'on peut en avoir. Et, derrière ça, ce que j'appelle la révolution anthropologique qui apparaît. Donc, l'idée de l'être humain sur laquelle reposait la démocratie est en train de se transformer complètement. Nous succombons de plus en plus au fantasme de l'auto-engendrement, un individu sans limite, sans entrave, sans filiation, sans origine. Donc, une forme d'individu tout-puissant qui... on nous parle finalement toujours des droits de l'homme, mais la question que je pose aussi dans le livre, c'est qui est cet homme des droits de l'homme? Et je cherche à comprendre sur quelle définition de l'être humain, finalement, repose aujourd'hui ce qu'on prétend être la démocratie. Revenons à une question que vous avez soulevée tout au début, Mathieu Bock-Côté. Question du vocabulaire. Le vocabulaire n'a pas changé, si je vous ai bien compris, mais ce qui sous-tend le vocabulaire, le réel que le vocabulaire est censé désigner, est en train de glisser, de se ramollir, de changer en tout cas. Est-ce que ça me fait penser à une remarque de Platon qui disait qu'avant de discuter, il faut d'abord définir les termes. Oui, bien sûr. Et j'ai l'impression qu'on est maintenant, tout le monde a le même vocabulaire, mais entend des choses différentes derrière le mot, je sais pas, démocratie, égalité, homme, femme, ou que sais-je, bref. Chacun dit des choses différentes avec les mêmes mots. Vous avez tout à fait raison. Je vais vous donner deux exemples. Le mot démocratie. Pour certains, la démocratie s'accomplit à travers une forme de judiciarisation des rapports sociaux, une perte de souveraineté parlementaire ou populaire. La démocratie, c'est l'extension généralisée des droits aux individus et aux minorités, pour les uns. Pour l'autre, la démocratie, c'est la souveraineté populaire, c'est la souveraineté nationale, les deux qui s'emboîtent. Donc, c'est la consécration d'une forme de pouvoir du peuple, d'une certaine manière. Or, les premiers sont accusés par les seconds de céder au gouvernement des juges, et les seconds sont accusés par les premiers de verser dans le populisme. L'élection de Trump, c'est vraiment la cristallisation. Absolument. Et ce qui est intéressant à travers ça, c'est de voir que un des enjeux démocratiques contemporains les plus importants consiste justement à savoir définir qui définira la démocratie. De la même manière, sur la question du féminisme, par exemple, certaines, au nom du féminisme, nous inviteront, par exemple, aujourd'hui, à déconstruire les résidus de culture traditionnelle, ou encore, au nom du féminisme, nous dirons qu'il est nécessaire de consacrer la parité entre les deux sexes dans l'espace public. Mais d'autres nous diront au nom du féminisme que les sexes n'existent pas, qu'il n'existe en fait que des genres, qui sont des constructions sociales. C'est plus les gender studies que le féminisme a récupéré ça ou a introduit. Qui se réclament aujourd'hui du féminisme. C'est-à-dire Judith Butler est vue comme une des grandes théoriciennes du féminisme. Mais alors pour l'égalité, il faudrait aussi que les hommes et les femmes soient égaux dans le bien comme dans le mal, que les hommes puissent donner naissance aussi. Alors s'il faut pousser cette logique à bout, il faudrait que les hommes puissent avoir un utérus et porter un enfant. C'est ce qu'on pourrait appeler la logique de l'indifférenciation. Exact. Alors moi, ce qui m'intéresse encore là-dessus, c'est au-delà des préférences des uns et des autres, c'est de voir comment un même terme recouvre une diversité quelquefois irréconciliable de positions. Donc, ce que je cherche à faire dans l'ouvrage, je cherche à clarifier non seulement les termes du débat, mais clarifier les enjeux de l'époque dans laquelle nous vivons. Vous avez un exergue, un mot très touchant. Vous dites « À mon père, à ma mère qui viennent d'un monde qui ne méritait pas qu'on en dise tant de mal ».
Est-ce qu'on noircit le passé à dessein à ce point? Ah oui, je crois. Nos contemporains ont un double rapport possible au passé. Soit ils ne nous intéressent tout simplement pas, car comment pourrait-on s'intéresser à l'humanité avant Facebook et le téléphone cellulaire? Et le faire à repasser. Encore là. ou encore, on se tourne vers le passé sous le signe de la maison des horreurs. C'est-à-dire, voilà un passé qui fondamentalement n'est rien d'autre qu'une accumulation d'injustices et de scandales, et ne nous y intéressons que pour nous féliciter nous-mêmes de ne pas y ressembler. Donc on dit, regardons à quel point nous, on est extraits de cette histoire pénible, de cette tradition obscurantiste. Nous sommes affranchis, nous sommes libres, et d'une certaine manière, le contemporain se félicite en observant ceux qui l'ont précédé. Il y a deux problèmes là-dedans. Le premier, c'est l'abolition de toute forme de gratitude, de toute forme de filiation, comme si l'homme, d'héritage, l'homme s'auto-engendre. Et l'autre problème qui est majeur, c'est qu'on oublie la permanence de la condition humaine. C'est-à-dire que d'une époque à l'autre, les grands enjeux, non pas techniques, mais les grands enjeux existentiels, le rapport à la mort, le rapport à la liberté, le rapport à la vie, aux institutions, ces questions, c'est le même homme qui se la pose, même si ce sont différentes possibilités en lui qui s'actualisent d'une époque à l'autre. Simplifions un petit peu, Mathieu Bock-Côté. Je veux dire, autrement dit, le citoyen moderne devrait jeter aux oubliettes Platon, Shakespeare, Molière, ne plus écouter Mozart, vous toute la noterez d'ailleurs peinture. que dans les universités, la tentation est de plus en plus forte d'étudier ces auteurs seulement pour retrouver dans quelle mesure ils tranchent avec les valeurs d'aujourd'hui. Donc, montrez-moi de quelle manière Balzac est homophobe, montrez-moi de quelle manière Shakespeare n'était pas suffisamment féministe. Mais ce qui est quand même curieux, Mathieu Bock-Côté, c'est qu'aujourd'hui, on se réclame de plus en plus des traditions autochtones, de retour à la nature. Il y a quand même une idéalisation on dénigre un certain passé et on idéalise un autre. Bien sûr, il y a le dénigrement du passé dont je parle, c'est celui du passé occidental, bien évidemment. L'hétéropatriarcat. Et oui, pour le dire ainsi. Et là, on se cherche ensuite dans des traditions alternatives la vérité existentielle enfouie qui nous manquerait. Donc, il y a le sentiment d'une culpabilité ontologique de l'Occident. C'est-à-dire, comme civilisation, nous n'avons pas seulement fait du bien. Une civilisation fait du bien et du mal, des grandes actions, des actions misérables. Elle a des pages lumineuses et des pages noires, et aussi beaucoup de pages grises et beaucoup de pages ordinaires. Et vous êtes davantage dans le gris, vous, je pense, non? En tant que conservateur. Oui, en fait, j'aime admirer. Je crois c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin du livre, il y a quelques chapitres quelques textes consacrés à d'admirables dissidents. Donc, j'aime admirer. Oui. Je crois que l'admiration est un sentiment qu'on doit cultiver. Par ailleurs, je pense que le propre du cœur humain, c'est de mélanger le bien, le mal, le désir légitime et la jalousie, l'amitié, la perversion. Qu'aujourd'hui, justement, est-ce qu'on serait redevenu infantile dans un monde manichéen? Tout est blanc ou tout est noir. Alors, pour qu'aujourd'hui tout soit blanc, il faut que le passé soit noir. Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, on a besoin de diaboliser le passé pour, par effet de contraste, dire à quel point nous sommes lumineux aujourd'hui. Et de même, certains militants qui se réclament de la justice sociale, souvent, vont nous dire qu'ils incarnent, eux, une forme de pureté lumineuse des intentions et des actes. Et de ce point de vue, on ne saurait jamais les questionner de quelque manière que ce soit. Maintenant, Mathieu Bock-Côté, est-ce que tout cela... Chaque génération veut réinventer la roue. Vous semblez dire qu'aujourd'hui, on est passé dans un nouveau régime, qui est le titre de votre bouquin paru aux éditions du Boréal, Essai sur les enjeux démocratiques actuels. Chaque génération ou chaque nouvelle époque, la Renaissance a réinventé la roue. Et là, on s'était dit que le Moyen-Âge était obscurantiste pendant 1000 ans. N'est-ce pas un processus normal aujourd'hui? Non, vous semblez dire qu'il y a une rupture carrément qu'on n'a jamais vécue auparavant, peut-être au néolithique. Non, je dirais qu'il y a, dans tout ordre politique et dans toute civilisation, il y a normalement la nécessité de reconnaître des vertus contradictoires mais nécessaires. L'homme a besoin d'enracinement et de cosmopolitisme. Il a besoin de liberté et d'égalité. Il a besoin d'autorité et de dissidence. Chaque civilisation, à sa manière, cherche à réconcilier ses besoins existentiels, ses références fondamentales qui ne s'emboîtent jamais parfaitement. Oui. Et le propre du politique, qu'est-ce que c'est? C'est de trouver quelque chose comme une synthèse pratique. Donc, pas une synthèse définitive, pas une synthèse achevée une fois pour toutes, pas un monde idéal, mais une forme de synthèse pratique entre ses besoins contradictoires. Mais notre époque, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne se contente pas de dire, on va faire une synthèse à l'avantage du progressisme, une synthèse à l'avantage du cosmopolitisme. Elle a la tentation d'abolir tout l'autre terme de nos échanges. Je veux bien. Mais parlons marxisme un petit peu, si vous voulez. C'est pas une antithèse il y avait une thèse du passé. Aujourd'hui, on s'est rebellé contre ça. On a fait une antithèse. Est-ce qu'une prochaine génération viendra faire le mélange des deux? Je vois la façon au Québec dont on traite maintenant la grande noirceur du passé. Il y a toute une génération d'historiens. Certains vous les connaissez bien.
qui commence à dire oui, il y a eu une grande noirceur, mais il y a eu autre chose aussi. C'est-à-dire que d'un lyrisme, on va passer à un contre-lyrisme et en troisième lieu, on va passer à un apaisement. Est-ce que votre livre n'est pas plutôt une introduction à une nouvelle forme de synthétiser ces deux visions antagonistes? Je ne peux que l'espérer, mais je ne suis pas de ce point de vue, je ne peux pas prophétiser quelque chose comme la grande réconciliation espérée. La grande, mais bon. Mais ce que je crois, c'est qu'il est nécessaire aujourd'hui de réhabiliter les pôles contradictoires de la nature humaine. Exact. Et ça, je pense, c'est pour ça que je crois qu'il n'y a jamais de synthèse définitive. Il faut s'entendre. Je n'ai pas du tout une pensée utopiste. Voilà, je ne suis pas du tout dans le registre de la fin de l'histoire. Je crois qu'il faut toujours trouver une synthèse qui sera toujours décevante d'une manière ou de l'autre, qui sera toujours insuffisante. Or, cela dit, nous ne voulons pas de cette synthèse aujourd'hui, parce que ce qu'on voit comme l'enracinement, par exemple, on le présente comme un résidu du passé, des préjugés accumulés dont on devrait se libérer, des stéréotypes à déconstruire. L'appartenance est vue comme repli identitaire. Donc, on a l'impression, finalement, que certaines permanences anthropologiques ne sont rien d'autre que des résidus d'un passé qu'on pourrait enfin liquider tôt ou tard. Et je ne suis pas de ceux qui croient qu'on peut liquider ces permanences anthropologiques. Venons-en un peu à l'égalitarisme. Vous écorchez ça un petit peu ici et là dans votre livre, Mathieu Bock-Côté. Vous posez une question. Peut-on vraiment appliquer la logique égalitariste aux couches les plus profondes de la société? Évidemment, vous pensez non, j'imagine. Mais est-ce que la dérive que vous dénoncez aujourd'hui n'est-elle pas le résultat de l'éducation qu'on a étendue à tout le monde? Est-ce que pour vous, l'éducation serait réservée à des gens qui savent déjà penser ou pas? De ce point de vue, je suis très école de la Troisième République, pour le dire à la française. C'est-à-dire, je crois sincèrement, égalité, accession à tout le monde. Je crois que l'école, l'éducation est un pari qu'on doit faire pour tous. C'est-à-dire, même l'esprit le plus modeste, même l'homme le plus humble, est capable de se coller aux grandes questions de notre temps. Il ne le fera pas à la manière du philosophe. Il ne le fera pas. Mais je pense que l'école a pour vocation de transmettre un patrimoine de civilisation. Mais sans que le boulanger se prenne pour un philosophe. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde, on dit à tout le monde, vous avez le droit de. Enfin, ouais, évidemment, la logique des droits, c'est un des problèmes de notre époque, c'est qu'elle convertit tous les désirs en besoins, tous les besoins en droits, tous les droits en droits fondamentaux. Et en possibilités. Ça, c'est un problème. Mais je pense que notre temps, paradoxalement, parce qu'on s'est dit que la culture, c'est l'héritage de Bourdieu, que la culture le sociologue français Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu. Puisqu'elle ne peut pas être transmise à tous, parce que, bon, il y a une forme de diversité du genre humain, tous n'ont pas vocation de philosophe ou d'intellectuel, eh bien, on s'est dit, puisqu'on ne peut pas transmettre la culture, le patrimoine de civilisation à tous, on le transmettra à personne. Et ça, c'est, je crois, l'héritage de l'école des 40 dernières années. J'avais abordé cette question-là, notamment dans mon livre Exercice politique, où je montrais comment on a renoncé finalement à transmettre la culture de peur que certains en profitent davantage que d'autres. Parce que certains naissaient avec certaines possibilités. Le fils de professeur part mieux dans la vie de ce point de vue que je sais pas trop trouver la référence qui vous plaît. Donc, on a décidé de plutôt que on s'est dit finalement, personne n'aura rien puisque tous ne peuvent pas avoir la même chose. Et je crois que l'école d'aujourd'hui, qui refuse de transmettre un patrimoine de civilisation littéraire, historique, géographique, spirituel, mais l'école se rend coupable de ce point de vue d'une forme de néantisation de la culture, une forme de complaisance dans le néant, parce qu'on voit dans le néant, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit la liberté infinie. Si vous n'êtes rien, vous pouvez devenir tout. Eh bien, on oublie toujours cette possibilité que l'homme a besoin d'une culture pour se construire lui-même. D'où la dissidence. Vous consacrez un chapitre à ce sujet, je pense, ou en tout cas beaucoup de propos. Et peut-on, et vous posez vraiment une question fondamentale, comment entrer politiquement en opposition avec son époque? Et puisque la vie universitaire, je pense, vous la brocardez un petit peu là-dedans, dans votre bouquin, Le Nouveau Régime, paru aux éditions du Boréal, Mathieu Bock-Côté, tout ce qui est institutionnel, universitaire, tout ce qui est le temple de la pensée semble être formaté ou moulé à une certaine louche, et les autres louches secondaires sont de plus en plus écartées. Et la seule façon de s'opposer à cela, et vous le dites d'ailleurs, de prendre une position d'esthète, d'un peu d'aristocrate, de vivre dans sa tour d'ivoire. Vous parlez de la stratégie de l'arche ou de l'oasis. Ça laisse peu de marge aux libres penseurs. Eh bien, pourtant, mais vous avez tout à fait raison. J'aborde cette question-là, c'est-à-dire, je me demande si on est en désaccord avec son époque et qu'on a une vocation d'esthète. Eh bien, on peut toujours décider de faire de sa propre existence une forme de dissidence esthétique et philosophique, et c'est admirable. J'ai beaucoup d'admiration pour les écrivains qui ont ce tempérament et qui en sont capables. Mais que fait-on lorsqu'on se sent appelé par la cité néanmoins? Lorsque notre désaccord avec l'époque, on veut le faire entendre politiquement et intellectuellement? Eh bien,
là, c'est pour ça que j'étudie à travers différents cas, Raymond Aron, Julien Freund, Finkielkraut, Éric Zemmour. Bon. Mais j'ai aussi un chapitre final, ou le nouvel art de la dissidence, où je dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça? Et j'arrive pas avec une solution toute faite, croyez-moi. Je dis simplement, j'examine les différentes possibilités de s'inscrire dans la cité quand on est en désaccord avec ce qu'on pourrait appeler son orthodoxie. Alors c'est intéressant parce que vous parlez également de dimension verticale qui manquerait à notre époque. Quand on dit verticalité, on dit appel à une transcendance. Est-ce que la transcendance ne peut pas servir de pivot pour une dissidence? Je pense notamment aux martyrs chrétiens. Il ne s'agit pas de retourner dans les arènes, etc. Les médias sociaux s'en chargent assez bien du reste pour lyncher les gens. Mais est-ce que on pourrait se servir, pas à des fins politiques, mais réintroduire l'idée de transcendance de la cité qui est bien malade, d'après vous? C'est ce que nous proposait à sa manière Solzhenitsyn. C'est-à-dire, c'est parce qu'il se référait, dans son cas, une certaine idée du sacré, à la fois de la patrie et, dans son cas, de la religion, de la foi, qu'il a trouvé l'énergie pour résister à une époque qui le broyait. De Gaulle, vous connaissez mon admiration pour le général de Gaulle, avait une conception, un amour sacré, presque transcendant pour la France, ce qui lui a permis de résister à partir de 40. Parce que déjà, à l'époque, Solzhenitsyn avait déjà un fond populaire qui le soutenait informellement. Il y avait quand même l'âme russe. Oui, mais voilà. Il y avait aussi l'âme française. Il y avait une puissance. Ben voilà. Est-ce qu'il y a une âme québécoise ici, par exemple? J'ose croire que oui. J'ose croire qu'il y a dans l'histoire de notre peuple quelque chose comme une forme de transcendance qui nous est singulière, un mode d'accès à la transcendance qui nous est singulier, et je le vois à travers notre esprit de résistance. C'est-à-dire le fait que les Québécois ont décidé, plus ou moins consciemment, mais ils l'ont fait néanmoins, de ne pas se laisser avaler alors que l'époque et l'Empire et les voisins étaient là pour les digérer très facilement. Donc, mais pour cela, il faudrait qu'on se définisse autrement que dans le sale langage de la modernité. Alors moi, je ne suis pas un anti-moderne. La modernité, je l'embrasse dans ses possibilités techniques, dans ses possibilités philosophiques. Vous êtes modérément moderne, pour citer le livre de Rémi Brague. Absolument. Je suis un vieux moderne, modérément moderne, j'aime bien cette formule. Et donc, je crois que la modernité a des vertus émancipatrices indéniables. Mais elle n'épuise pas les aspirations de l'âme humaine. La modernité ne répond pas à la question du sacré, elle ne répond pas à la question de la transcendance, elle ne répond pas vraiment à la question de l'appartenance. Et il nous faut conséquemment, et c'est pour ça que le dialogue avec les anciens, à la fois qu'il s'agisse des autres époques ou des grands textes ou des grandes figures, est nécessaire parce qu'on peut fouiller dans les textes anciens, les textes passés, pour retrouver certaines possibilités que notre époque mutile et qui sont indispensables à l'âme humaine. Je parlais d'infantilisme de notre époque, Mathieu Bock-Côté, qui est un des aspects pervers qu'on peut très bien voir en filigrane dans votre bouquin, Un nouveau régime, essai sur les enjeux démocratiques actuels, paru aux éditions du Boréal. Et infantile, enfant, orphelin, sommes-nous en fait des orphelins des références du passé? Vous citez en page 290, vous mentionnez une vraie angoisse de civilisation qui n'arrive pas à se traduire politiquement. Cette angoisse n'est-elle pas le résultat de notre caractère d'orphelin, et on est tellement libéré qu'on ne sait plus contre quoi se libérer, et on passe son temps à braire le mot liberté, 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 pour ne pas faire face à cette angoisse, à ce vide. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, il y a au cœur de toute civilisation ce qu'on pourrait appeler un noyau existentiel. Voilà. À partir du moment où nous n'assumons plus ce noyau existentiel et nous n'existons que par la liberté de faire ce que nous voulons. Donc, une forme de désir autoréférentiel qui se prend pour le point culminant des droits de l'homme. C'est-à-dire, j'ai le droit de faire ce que je veux au moment où je le veux, quand je le veux. Eh bien, on a le sentiment très rapidement de tournoyer, de se laisser aspirer par le vide. Et qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans l'inflation pour ne pas assumer cette angoisse qui croit. Oui. Mais le fait est que l'être humain n'est pas justement une matière purement plastique. Le cœur humain, les aspirations de l'âme humaine ont une forme de permanence. Et je crois que quand on mutile les besoins fondamentaux de l'âme humaine, eh bien, d'une certaine manière, le cœur et l'âme et l'être humain dans son ensemble se révoltent. Il se révolte dans l'angoisse ou dans le populisme? Dans plusieurs choses. Il va se révolter, pour certains, ça va être dans le populisme, pour d'autres, on va chercher une révolte plus constructrice dans une forme de conservatisme dans le bon sens du terme. D'autres vont le chercher dans un repli dans l'intime, mais qui sera vu comme une forteresse contre la bêtise de l'époque. Et les esthètes, les aristocrates. L'esthète, l'aristocrate sera celui qui cherchera par rapport justement à l'époque dans son côté massifiant, pour le dire avec un terme qui n'existe pas. On va à une forme de dissidence esthétique, et c'est pour ça qu'on doit tenir compte de la diversité des caractères, la diversité des tempéraments,
tous les êtres humains n'ont pas pour vocation d'exercer leur liberté de la même manière. Et c'est souvent la grande erreur des militants. Cela dit, moi qui ne suis pas hostile aux militants, les militants ont souvent tendance à croire qu'on devrait tous fonctionner de la même manière pour être capable de changer la société. Les militants ont pour caractéristique principale de simplifier le réel et l'histoire, non? Ils sont pour étayer leur propre cause. J'ai le plus grand respect pour ceux qui s'engagent dans la cité. Mais je crois que tout esprit militant généreux doit accepter l'idée que tous n'ont pas pour vocation d'être militants et qu'une cité est d'autant plus riche qu'elle permet de cultiver la diversité des personnalités, des possibilités de l'âme humaine, des possibilités du tempérament humain qui s'y expriment. Ah, mais le militant est un grand adolescent, non? Non, il y a des militants tout à fait remarquables. En blanc et noir, non? Trompez-vous pas, moi j'ai pas de mépris pour le militant, ne serait-ce que je l'ai été pendant si longtemps quand j'étais plus jeune que je conserve pour cette vocation une vraie tendresse, une vraie sympathie. Mais je me dis que dans notre société, nous avons tout aussi besoin du militant fervent que de l'écrivain qui en dissidence esthétique, le moraliste un petit peu désabusé et acide. Mais voilà, que de l'homme spirituel qui cherche sa vérité ailleurs. Chacun aurait une fonction dans la cité. Oui, on peut le dire ici. Je pense que c'est la bonne manière de dire les choses. Sauf que fonction réfère à une transcendance et aujourd'hui c'est le mot oni. Nous sommes incapables. Nous avons décidé de tout privatiser. On a privatisé les fins dernières, on a privatisé la culture, on a même privatisé la langue dans certains cas. Donc c'est finalement il ne reste dans la cité quoi que des règles procédurales, juridiques, artificielles, asséchées. Mais il nous faut autrement dire réinvestir un peu le sens de cette transcendance dans la cité. Et une transcendance qui ne soit pas falsifiée comme celle du nouveau régime qui prétend lui avoir sa propre transcendance. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la libération absolue du genre humain, de tout ce qui conditionnait et structurait le genre humain. Bon, alors il nous faut autrement dit, c'est pour ça que le livre a une partie très importante consacrée à ce que j'appelle la question anthropologique. Une bonne partie de la bataille de notre temps consiste à revenir sur notre idée de l'être humain. Sur quelle idée de l'être humain faisons-nous reposer notre engagement dans la cité? Mais c'est tout un chantier que vous proposez là. Je pense que nous y sommes, mais je prétends pas y donner une réponse définitive par moi-même, loin de là, mais j'essaie de nous rappeler qu'une anthropologie des limites, une anthropologie de la transcendance, une anthropologie qui fait droit à l'origine, la filiation et la transmission peut nous permettre ensuite de rebâtir une idée plus féconde de la démocratie. On vient de quelque part et on va quelque part, pour résumer ce que vous dites. Oui, et s'il ne faut pas s'enfermer dans ses origines, il est bien malvenu la plupart du temps de les renier. Mathieu Bock-Côté, vous êtes l'auteur, un auteur prolifique. Votre dernier né, c'est Le Nouveau Régime, essai au pluriel sur les enjeux démocratiques actuels par aux éditions du Boréal, 300 pages, 315, 320 pages, très lisible, très percutant, très bien. Il y a plein de références bien intégrées dans le texte. Bon courage avec ce bouquin et vos prochains. Merci beaucoup.